90 minutes business, le débat. 90 minutes business, bienvenue dans notre débat. Pierre Kupferman est avec nous, tout comme Pascal Samama, notre spécialiste défense. Bonjour Pascal. Bonjour Sandra. Et à distance, Xavier Titelman, consultant en défense aéronautique. Merci d'être avec nous également. Xavier, on va revenir sur cette audition d'Éric Trappier, directeur général de Dassault Aviation. C'était il y a quelques jours devant la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat. Le ton est un peu monté. On va l'écouter et puis on va expliquer derrière. Si on rouvre la porte trop vite, j'entends dire on pourrait donner du travail aux sociétés belges tout de suite. Non. Moi, je suis si on m'impose, je me battrai. Mais je vois pas pourquoi je donnerais du travail aux Belges aujourd'hui. Voilà, c'est un peu fort. C'est devant le Sénat, la Commission des Affaires étrangères et de la Défense. Pascal Samama, il était interrogé sur un peu tout, sur les Rafales, le projet de loi programmation militaire et puis le SCAF. Et c'est là que ça a un peu dérapé, ça l'a un peu énervé. Il est sensible sur le SCAF. Le SCAF, c'est l'avion du futur qui doit remplacer l'Eurofighter, les Rafales d'ici 2040. Pourquoi il est un peu chatouilleux sur le sujet? Parce que d'une part, il a fallu le SCAF, le programme a démarré en 2017. L'accord, la phase 1B, l'accord industriel pour démarrer les études, c'est janvier ou mars 2023 exactement. Donc on voit le temps qu'il a fallu pour négocier à 3 pays. Les États, bien sûr, aimeraient bien que d'autres pays s'agrègent pour alléger la facture, pour mieux répartir les frais de développement. Pour l'industriel qu'est Éric Trappier, lui il dit plus on est, plus c'est compliqué, plus on est, moins on a de partage de valeur à faire. Et aussi, il rappelle, et pourquoi cette attaque un peu virulente sur la Belgique, il rappelle que la Belgique a fait le choix du F-35 contre le Rafale et l'Eurofighter, et partenaire aussi industriel du F-35 avec Lockheed Martin. Oui, c'est ça. On va le rappeler tout de suite, Annalisa Capellini. Effectivement, il y a une raison concrète à ce coup de gueule. Les Belges ont acheté des F-35 américains. Annalisa. Oui, exactement. C'est d'ailleurs ce qui a fâché Dassault, vous le disiez. Le gouvernement belge a signé un contrat pour 34 F-35 en 2018. Et ça va même plus loin parce que Bruxelles a signé la semaine dernière avec le groupe américain Lockheed Martin, le fabricant du F-35, un accord qui prévoit que les industriels belges peuvent participer désormais aux appels d'offres liés à la construction du F-35 et donc potentiellement profiter des retombées économiques de ce méga contrat. Commande d'ailleurs qui cumule du retard en raison des difficultés liées au Covid et surtout aux tensions sur les chaînes d'approvisionnement. Eh bien, la Belgique devait recevoir cette année déjà ses 4 premiers avions. Elle n'en recevra finalement que 2. Les 2 suivants devraient arriver déjà début 2024 et ensuite ça permettrait de respecter le reste du calendrier prévisionnel qui court jusque 2030, vous le voyez. Mais Annalisa, les Belges ne sont pas les seuls à avoir acheté des F-35. Et non, il y a énormément de pays en Europe qui ont des F-35. Il y a l'Allemagne, c'est étonnant. L'Allemagne a acheté les F-35 après s'être engagée dans le SCAF. Il y a, on le disait, la Belgique, la Pologne, la Suisse, l'Italie qui a fait une grosse commande de 90 F-35 et ensuite le Royaume-Uni qui en a 138. Merci Annalisa. Xavier Titelman, on rappelle qu'en fait c'est parti d'une réflexion de Sébastien Lecornu, un ministre de la Défense qui se demandait justement, comme le disait Pascal, s'il ne faudrait pas élargir le programme, ça coûterait moins cher pour chaque partie finalement. Alors, en off, effectivement, beaucoup de gens veulent et regardent du côté de la Belgique pour intégrer la Belgique dans le programme, mais ça, c'est la dimension politique, parce que du point de vue de Dassault, comme vient de le dire votre intervenant, évidemment, moins il y a de monde, plus le gâteau sera important pour eux, et en toute objectivité, Dassault a déjà une part du travail qui est très faible au regard de sa capacité industrielle et de sa connaissance. Objectivement, aujourd'hui, en Europe, le meilleur avionneur pour les avions de chasse, c'est clairement Dassault, très loin devant Airbus, Gripen, etc. Donc finalement, se retrouver avec Dassault qui n'a déjà à peine 35% de la part de travail, de la charge de travail, c'est très faible. Et se faire encore diluer, alors qu'en face, il y a, je rappelle, les Espagnols et les Allemands dans Airbus ont une plus grosse part en termes de proportion, tout en n'étant pas les leaders. C'est-à-dire que le leader, c'est Dassault. Et la plus grosse part industrielle revient finalement à Airbus. Et peut-être c'est sur ça qu'il y a un vrai problème pour eux. C'est une question d'emploi, évidemment, également, Xavier Titelman. C'est ça l'enjeu. Il y a un retour sur investissement qui doit être évidemment créateur d'emplois et de richesses dans tous les pays, mais il y a aussi une difficulté industrielle à trouver des partenaires. Si demain, on reprend par exemple l'exemple industriel du Neurone, qui était ce drone futuriste qu'on avait réussi à faire, qui était réellement un très grand succès. Quand on avait dit à Dassault,
développe un drone, une aile volante furtive, mais construit ton architecture industrielle. Eh bien, Dassault, naturellement, avait été voir les Suédois de Saab, avait été voir des partenaires pour travailler avec eux sur les briques technologiques qui lui manquaient. Mais si maintenant on dit, attention, les Belges, c'est 5% de la charge de travail, donc qu'est-ce qu'on va pouvoir les faire faire? Non, ça c'est déjà attribué, c'est ça qui est très compliqué. Quand c'est l'industriel qui est en charge de trouver ses partenaires, c'est très facile, mais quand c'est imposé d'un point de vue politique, c'est là que les choses sont vraiment horribles. Bon, pour rester sur cette déclaration d'Éric Trappier, vous avez trouvé la manière un petit peu, déplacée, violente, Pierre? Ceux qui ont trouvé la manière déplacée et violente sont les Belges. Parce que quand on regarde la façon dont la presse belge a réagi, ça fait même mal en tant que Français de voir des confrères, là je parle de confrères journalistes, attaquer frontalement les propos d'Éric Trappier. Alors, peut-être qu'effectivement on aurait pu mettre les formes autrement et expliquer à nos amis belges qu'ils sont les bienvenus pour acheter ce futur avion de combat, mais que le partenariat il est tel qu'il est et que effectivement on peut imaginer des accords financiers qui permettraient d'intégrer le projet et d'avoir, comme ça se fait dans plein de projets, et d'avoir des avantages entre guillemets sur le plan financier derrière, c'est-à-dire une livraison avant d'autres clients, avoir des conditions financières particulières, parce qu'on cofinance, puisque c'est une histoire de financement. Bon. Mais c'est vrai que la manière dont Éric Trappier a taclé l'éventualité d'un partenariat avec la Belgique, ça a en tout cas beaucoup froissé nos amis belges. Et c'est peut-être pas forcément la meilleure façon de rester dans une logique européenne qu'on souhaite tous. Pascal. En matière d'armement, il y a le ministère des Affaires étrangères qui a son mot à dire, qui est diplomatique. Il y a le ministère de la Défense qui doit arranger les choses. Et les industriels de l'armement, en tout cas de l'armement français et même européen, là, je pense aux Allemands, je pense à d'autres, qui sont très cash dans leurs propos. Et qu'est-ce que fait Dassault? Il est très cash dans ses propos. Il rappelle quand même que l'affaire du F-35, c'est pas uniquement la signature d'un contrat F-35, c'est aussi que la Belgique est partenaire industriel du F-35, qu'elle récupère, enfin qu'elle a réussi à avoir un retour sur investissement de l'achat de ces appareils parce qu'elle fournit les empennages horizontaux des éléments de l'appareil, environ 700 millions d'euros, qu'elle a un manque à gagner parce que les industriels font pression sur le gouvernement belge en disant: on a fait l'erreur en 2000 de ne pas participer au développement du F-35, donc on a un revenu sur le F-35 qui est très inférieur à ce qu'on aurait dû avoir. Ils essayent de rattraper ça avec le SCAF. Xavier Titelman, est-ce que ça remet un peu en cause ce qui a mis des mois à être décidé, c'est-à-dire qui participe à ce SCAF finalement? Est-ce que l'intervention de Sébastien Lecornu est déplacée, arrive trop tard? Non, mais en fait, ce qui est compliqué, c'est où trouver de la place pour eux. Si c'est pour diluer les Espagnols ou les Allemands, il n'y aura pas de problème. Dassault sera d'accord, la France sera d'accord. Et plus on est nombreux à partager le gâteau, plus c'est intéressant. Est-ce qu'il y a des commandes fermes de SCAF qui sont promises avec une participation des différents pays? Aujourd'hui, non. Donc, plus il y a de pays qui sont participants, mieux ce sera. Mais il faut aussi avoir de leur part une certitude qu'ils vont acheter ces avions. Si c'est juste pour se placer industriellement, trouver du travail et puis finalement ne pas acheter l'avion derrière, évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Et c'est peut-être aussi sur ça que le ministère de la Défense doit avoir une vision qui va au-delà de 2040. C'est qui vont être nos partenaires. Si demain l'Arabie Saoudite ou l'Inde disent: nous, on est prêt à mettre 20 milliards d'euros sur la table pour participer à votre projet, est-ce que est-ce que la diplomatie va être d'accord et considérer que c'est un partenariat suffisamment stable, parce qu'on parle d'avions qui vont voler au 22e siècle, jusqu'en 2100. La vraie question, c'est vraiment ça. Jusqu'où est-ce qu'on peut aller avec nos différents partenaires? Et est-ce que l'Allemagne est un partenaire plus facile, plus difficile que les autres? Parce qu'il y a de l'argent ailleurs et d'autres pays qui seraient aussi volontaires pour travailler avec Dassault. Éric Trappier dit qu'il va se battre si on lui impose. Pascal, ça peut aller jusqu'où? Qu'est-ce qui peut se passer? Ça peut aller... après, c'est pas une boule de cristal, mais il faut savoir que la phase 1B, c'est une phase de 3 ans et que chaque phase du SCAF est renégociée à chaque fois par chaque État et par chaque gouvernement, par chaque Parlement. Ça donne l'impression qu'on n'est pas près de le voir quand même. Ça peut donner cette impression-là, parce qu'une fois que les travaux d'études auront été faits, donc dans 3 ans, on va partir sur 3 ans pour développer un démonstrateur. Le démonstrateur, c'est le prototype volant de l'appareil. Mais pour ce démonstrateur, il faudra revoter à chaque fois
Et chaque pays devra dire est-ce qu'elle accepte ou non de verser, de mettre au pot pour le financement du SCAF. Donc là, le calendrier, c'est quoi, Pascal ? Normalement, c'est 2040, 2027, 2028 le démonstrateur. Et Xavier Titelman, en attendant, on se concentre sur le Rafale, c'est ce qu'a dit Éric Trappier la semaine dernière. Bien sûr, et le Rafale se développe d'autant mieux qu'il se vend très bien et qu'ils ont la capacité de produire et de faire évoluer le Rafale avec différents standards de plus en plus performants, à tel point qu'il y a des nouvelles formes plus furtives sur le format F4 qui est en train d'être livré maintenant. Et donc petit à petit, on a une amélioration du Rafale qui fait que la France est peut-être moins pressée que ses partenaires pour avoir un nouvel avion de chasse. Les Allemands, les Espagnols, ils sont avec l'Eurofighter qui a peut-être une marge de progression qui est un petit peu plus faible. Et le Rafale, quand il aura... Par exemple, c'est en ce moment discuté sur la loi de programmation militaire, peut-être des drones ailiers qui vont être capables de l'accompagner. C'est vrai que l'exigence d'avoir très rapidement un avion n'est plus la même dans les différents pays participants. Et d'ailleurs, Éric Trappier, dans son interlocution, a également dit qu'on était bien au-delà de 2040. C'est-à-dire que 2040, qui est l'objectif des Allemands ? Les Britanniques, je rappelle, avec leur Tempest, c'est 2035. Les Allemands, 2040, nous, on peut en attendre plus longtemps parce que le Rafale est un très bon avion qui continue à évoluer. Pascal Mama, ça résume bien, à chaque fois qu'on parle de défense, la difficulté de monter cette Europe de la défense. Mais c'est bien sûr que c'est difficile parce que l'Europe de la défense, c'est aussi l'OTAN et l'OTAN, c'est aussi les États-Unis et derrière les États-Unis, c'est l'industrie américaine de l'armement. En Europe, il y a des industries de l'armement dans à peu près chaque pays, en France, en Angleterre, en Suède, en Allemagne, en Belgique aussi, il y a de l'aéronautique. Mais ce que dit Xavier, c'est assez important. Depuis longtemps, Éric Trappier parle d'un plan B si le SCAF ne se fait pas. Et si le plan B, c'était le Rafale accompagné du Neurone. Il a bien expliqué quand même que la version 5, la 5e génération du Rafale, allait pouvoir avoir des fonctions quasi proches il aura la furtivité, il aura la capacité de piloter des drones de combat. Le Neurone, c'est un drone de combat et je crois que c'est le seul drone de combat qu'il y a. Les autres drones, les Reaper américains qu'on utilise aussi en France, enfin par la France, c'est des drones de reconnaissance. Xavier pourra le confirmer. Ce sont des drones qui font du bombardement, mais effectivement, on ne parle pas de drones ailiers dans le sens où on peut lui attribuer une tâche qui va être de faire de la guerre électronique ou d'aller bombarder à la place. C'est-à-dire qu'ils n'accompagnent pas un avion de chasse, ce sont des avions ce sont des drones à hélice qui sont beaucoup plus lents, qui ont une capacité de rester sur une zone pendant plusieurs dizaines d'heures, donc qui ont une autre mission, effectivement, c'est du bombardement simple ou de l'observation. Mais le seul vrai drone ailier européen, c'est le Neurone, qui n'a pas été développé pour l'instant. Par contre, aux États-Unis, en Australie, il y a déjà des programmes comme le Loyal Wingman chez Boeing qui avancent bien. On n'a pas fini d'en parler, messieurs, de cet avion du futur, en tout cas. Merci beaucoup, Xavier Titelman, d'avoir été avec nous, consultant en défense aéronautique. Merci, Pascal Salama. Je rappelle que votre newsletter, c'est tous les... Jeudi, voilà, apparaître sur notre site. Vous vous inscrivez, vous la recevez. Merci, Pierre Kupferman.